Monsieur le juge, nous exigeons le contrôle immédiat de la succession car l'intimée n'est rien d'autre qu'une voleuse. Elle ne s'est jamais souciée de lui, elle l'a gardé en otage. L'avocat de ma sœur pointa un doigt accusateur directement vers mon visage. C'est une garde-malade de luxe qui a manipulé un vieillard mourant, on ne peut pas lui confier 10 balles, et encore moins 8 millions d'euros. Ma sœur Chloé laissa échapper un sanglot qui sonnait aussi faux que cher. Elle nous a volé nos dernières années avec lui, pleura-t-elle. Le juge me fixa. Mademoiselle Léa, avez-vous une objection? Je ne me suis pas levé, j'ai simplement consulté ma montre. Pas encore, ai-je répondu, j'attends juste le gardien des clés. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent avec l'efficacité fatiguée d'un homme ayant passé sa vie dans les archives. Un inconnu entra. Il ne portait pas le genre de costume en soie italienne de l'avocat de Chloé, mais un ensemble gris de prêt-à-porter, un peu trop large aux épaules, et il tenait une mallette qui semblait avoir survécu à une zone de guerre. Il ne regarda pas le public, il ne regarda pas mes parents, Marc et Béatrice, qui tendaient le cou comme des vautours curieux. Il se dirigea droit vers le bureau du greffier, posa une épaisse enveloppe scellée sur le bois et se tourna vers le juge. « Monsieur le juge, dit-il d'une voix sèche comme de la poussière, je représente le département fiduciaire de la Banque nationale de Paris. Nous sommes le fiduciaire successeur pour la succession en question. » L'atmosphère dans la salle d'audience changea instantanément, passant de la chaleur étouffante et émotionnelle d'une querelle de famille au zéro absolu de la finance d'entreprise. L'avocat de Chloé se leva brusquement, sa chaise coûteuse grinçant bruyamment sur le sol. Objection, nous n'avons pas été informés d'un administrateur fiduciaire, c'est une affaire d'héritage classique. Asseyez-vous, maître, dit le juge sans même lever les yeux, il découpait déjà l'enveloppe. Le bruit du papier déchiré était le seul son dans la pièce. Je regardais les mains de ma mère jointes sur ses genoux, ses articulations devenant blanches. Elle me fixait, la confusion luttant avec la colère dans ses yeux. Elle voulait savoir pourquoi je ne paniquais pas, elle voulait voir la peur qu'elle avait plantée en moi depuis mes 14 ans. Mais je n'avais pas peur. C'est moi qui avais conduit grand-père Henri à la banque il y a 3 ans, c'est moi qui m'étais assise dans le hall pendant qu'il signait les documents. Je savais exactement ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Le juge sortit un document, parcourant l'entête, puis il regarda Chloé par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Chloé, demanda le juge, savez-vous que les actifs de votre grand-père ont été placés dans une fiducie irrévocable avant son décès ?» Elle était confuse. Il ne savait pas ce qu'il faisait, lâcha Chloé d'une voix stridente, c'est pour cela que nous sommes ici. L'acte de fiducie prouve le contraire, répondit calmement le juge. Il tourna une page. Il contient une disposition très spécifique concernant les contestations juridiques. Il se racla la gorge et lut à haute voix. Article 9, section C, la clause de non-contestation. Tout bénéficiaire qui cherche à obtenir un jugement dans toute procédure attaquant la validité de cette fiducie ou qui conteste la compétence du constituant perdra immédiatement tout intérêt dans les actifs de la fiducie. Ledit bénéficiaire étant traité comme s'il était décédé avant le constituant et sans descendance. Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Je regardais mon père. La bouche de Marc était légèrement ouverte. C'était un homme qui se targuait d'être intimidant, il brutalisait les serveurs, il brutalisait les entrepreneurs, il me brutalisait. Mais là, il fixait l'homme au costume bon marché avec une terreur pure et sans mélange. On ne peut pas intimider une banque, on ne peut pas manipuler un contrat. L'avocat de Chloé avait l'air d'avoir avalé un citron, il savait exactement ce qui venait de se passer. En déposant cette requête d'urgence affirmant que grand-père était incompétent et que la succession était en danger, ils n'avaient pas seulement lancé une bataille, ils avaient dégoupillé une grenade qu'ils tenaient encore en main. Monsieur le juge, bégaya l'avocat en transpirant, nous retirons la requête, nous agissions sur la base d'informations incomplètes. La requête est déjà déposée et inscrite au dossier, dit le juge en fermant le dossier. La fiducie est active, le fiduciaire est présent, les actifs sont sécurisés. Votre demande de contrôle d'urgence est rejetée. Ma mère laissa échapper un hoquet sonore, saisissant le bras de mon père. Chloé se tourna vers moi, les yeux écarquillés et brillants de panique. Tu le savais, siffla-t-elle assez fort pour que l'huissier s'avance d'un pas. Tu nous as laissé faire ça. Je la regardai droit dans les yeux. Je vous avais dit d'attendre. Ils pensaient combattre une sœur démunie, ils oubliaient que ces 10 dernières années, mon métier consistait à gérer la vie de personnes bien plus puissantes et impitoyables qu'eux. Je n'avais pas besoin de crier,
J'avais juste besoin de les laisser signer en bas de la page. Le piège s'était refermé et c'était eux qui avaient posé l'appât. La salle d'audience bourdonnait d'une énergie frénétique, comme une ruche renversée. L'avocat de Chloé se penchait sur la table, chuchotant furieusement à mes parents. Ma mère, Béatrice, semblait vouloir disparaître dans son tailleur de deuil. Mon père, Marc, fixait simplement le vide là où ces millions auraient dû se trouver, son visage n'était plus qu'un masque rouge de sueur et d'incrédulité. Ils avaient l'air terrifiés. Pour la première fois de ma vie, ils semblaient insignifiants. Je m'adossais à ma chaise en bois dur et les regardais s'effondrer. C'était fascinant, comme regarder un immeuble s'écrouler au ralenti, on voit les fissures avant d'entendre le fracas. Et alors que je regardais Marc essuyer une goutte de sueur sur sa lèvre supérieure, un souvenir me frappa violemment. Ce n'était pas une salle d'audience, c'était une cuisine, 15 ans plus tôt. L'air sentait le vieux whisky et le désastre imminent. J'avais 14 ans, ma mâchoire était gonflée, battant d'une douleur sourde. Je rentrais juste d'une chirurgie dentaire d'urgence, ma dentition était mal alignée, broyant mes molaires et causant des migraines qui me faisaient perdre connaissance. L'opération coûtait 12 000 €. Cette même semaine, l'entreprise de construction de mes parents avait déposé le bilan. Ils m'avaient fait asseoir à la table, ma mère pleurait, ces mêmes sanglots théâtraux qu'elle utilisait aujourd'hui au tribunal. Mon père faisait les 100 pas, un verre d'alcool ambré éclaboussant ses phalanges. Nous avons tout perdu, avait hurlé Marc en frappant la table. La maison, les camions, les contrats, tout est fini. Il pointa un doigt tremblant vers mon visage bouffi. C'est à cause de toi, si nous n'avions pas dépensé ce capital pour ses dents, dit-il à ma mère en m'ignorant comme si j'étais un meuble, nous aurions pu couvrir le prêt, nous aurions survécu au trimestre. Elle nous a vidés, elle nous a saignés à blanc. Je l'avais cru, mon Dieu, je l'avais cru. J'étais resté là, à 14 ans, la bouche pleine de compresses de coton, acceptant le poids de leur échec. J'avais pris cela sur mes frêles épaules, j'avais intériorisé l'idée que j'étais un gouffre financier, un porte-poisse, la raison pour laquelle ils étaient passés des clubs de tennis privés aux appartements de location. Ils racontaient cette histoire à tout le monde, à chaque repas de famille, à chaque Noël. Nous serions encore dans la grande maison si Léa n'avait pas eu besoin de cette chirurgie. C'était devenu une légende familiale, une pierre tranchante qu'ils pouvaient me jeter dès qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour leur propre incompétence. Puis Chloé est arrivée, née 3 ans après la faillite, juste au moment où mon père avait réussi à obtenir un nouveau prêt par manipulation. Elle était le phénix, le nouveau départ, elle n'était pas souillée par leur échec. Elle a eu les cours de danse, les tuteurs privés, l'amour. Moi, j'ai eu la facture. J'ai passé ma vingtaine à rembourser une dette qui n'existait pas. J'ai payé leur loyer quand Marc oubliait d'épargner pour les impôts, j'ai acheté leurs courses quand Béatrice dépensait le budget nourriture dans des déjeuners mondains. Je pensais que si je payais assez, si je saignais assez, le compte finirait par être équilibré, qu'il finirait par me pardonner d'exister. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à travailler pour mon patron, un homme qui comprenait réellement comment l'argent fonctionne, que j'ai refait les calculs. 12 000 € ne font pas couler une entreprise pesant plusieurs millions. La fraude, oui. Le détournement de fonds, oui. Dépenser le capital d'exploitation pour des vacances, oui. Ils n'avaient pas perdu l'entreprise à cause de mes dents, ils l'avaient perdue parce qu'ils étaient cupides, stupides et arrogants. Mais un narcissique ne peut pas se regarder dans un miroir, il ne peut pas assumer sa propre honte, il a besoin d'une poubelle. J'étais la poubelle. Je l'ai regardé à travers l'allée maintenant. Marc croisa mon regard une seconde, son expression changea. Il me regarda comme il le faisait quand il avait besoin d'argent pour le loyer, avec cette exigence, supposant que j'allais arranger ça parce que je lui devais bien ça. Il pensait que j'étais encore cette gamine de 14 ans à la mâchoire gonflée, désespérée d'être pardonnée. Il ouvrit la bouche, probablement pour articuler répare ça. Je soutins son regard, je ne sciais pas. Je laissai le silence s'étirer entre nous, froid et lourd comme une pierre tombale. Tu m'as blâmé pour ta faillite, pensais-je, tu m'as fait porter ta honte pendant 15 ans, tu m'as traité de fardeau alors que je te gardais un toit sur la tête. Tu voulais un fardeau? Tu viens d'en trouver un vrai. Le registre était clos et je ne paierai pas le solde cette fois. Chloé se figea, d'une immobilité qui précède l'éclatement du verre. Le juge venait de lui dire qu'en déposant cette requête, elle s'était d'elle-même exclue du testament. 8 millions d'euros s'évaporaient sous ses yeux.
Je vis la réalisation la frapper, ce n'était pas du chagrin, c'était le calcul terrifiant d'un train de vie qu'elle ne pourrait plus s'offrir. Elle se leva, ses mains agrippant la table jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches, puis les larmes vinrent. Des sanglots instantanés et déchirants, une performance digne des plus grands théâtres. Il n'était pas dans son état normal, hurla-t-elle en se tournant vers le public, puis vers le juge, elle l'a forcé à faire ça, elle lui a lavé le cerveau. Le juge fronça les sourcils. Mademoiselle Chloé, ce sont des allégations graves. C'est la vérité, Chloé pointa un doigt tremblant vers moi. Elle l'a isolée, elle a coupé les lignes de téléphone, elle a changé les serrures. Pendant 3 ans, nous avons essayé de le voir et elle l'a traité comme un prisonnier. Cette fiducie n'est pas sa volonté, c'est la sienne. C'était l'option nucléaire, l'abus de faiblesse, l'influence indue, les mots magiques qui gèlent les tribunaux et lancent des enquêtes. Mon père, Marc, vit l'ouverture, il bondit, ignorant la main de son avocat sur son bras. C'est vrai, monsieur le juge, tonna Marc d'une voix empreinte d'une indignation vertueuse. Elle nous a physiquement barré l'accès à la propriété. Le dernier réveillon de Noël, nous y sommes allés pour donner ses cadeaux à mon père, nous sommes restés sur le perron dans le froid glacial, le suppliant de nous voir. Elle a verrouillé la porte et s'est moquée de nous. Elle n'a pas laissé un fils voir son père mourant le soir de Noël. Le public murmura, le juge me regarda, son expression s'assombrissant. C'était une histoire accablante, celle d'une fille cruelle tenant une famille aimante à l'écart d'un mourant lors d'une nuit sacrée. Je restais de marbre, parfaitement immobile, mais dans ma tête, j'étais de retour dans ce couloir. 24 décembre, 23h30. Grand-père était dans un lit médicalisé dans le salon, sous oxygène, ses poumons lâchaient, son anxiété grimpait chaque fois qu'une voiture passait. Je mesurais sa dose de morphine quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un frappement, c'était un poing martelant le bois. Je rampais jusqu'au Judas. Marc et Béatrice étaient là, ils portaient des bonnets de Père Noël et tenaient des verres de vin à moitié vides, ils titubaient. Ils n'étaient pas là pour une visite, ils étaient là parce qu'ils étaient partis plus tôt d'une fête et voulaient mettre en scène un moment familial pour leurs réseaux sociaux. Ouvre, petite sangsue, avait hurlé Marc à travers le bois, on sait qu'il est là. Grand-père m'avait serré le poignet, les yeux écarquillés de terreur. Ne les laisse pas entrer, avait-il sifflé entre 2 respirations alors que son moniteur d'oxygène bipait l'alarme. S'il te plaît, Léa, je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Ne les laisse pas entrer. J'avais vérifié le verrou, j'avais éteint la lumière du Porsche, je m'étais assise par terre près de son lit et j'avais tenu sa main jusqu'à ce que les coups cessent et que leur voiture quitte l'allée en trombe. C'était ça, leur visite pleine d'amour, un raid d'ivrogne en pleine nuit qui avait failli causer une crise cardiaque à un vieillard. Mais dans l'esprit de Marc, il était la victime, il croyait à son propre mensonge. C'est ça, les narcissiques, ils réécrivent l'histoire pour être les héros de chaque tragédie. Monsieur le juge, dit l'avocat de Chloé, saisissant l'élan, si le défunt a été isolé et contraint, la fiducie est invalide. Nous demandons la suspension des pouvoirs du fiduciaire en attendant une enquête pour abus de faiblesse. Le juge se tourna vers moi. Mademoiselle Léa, avez-vous une réponse à ces accusations? Mes mains étaient moites, mais je les gardais croisées sur la table. C'était le moment. Si je discutais, c'était ma parole contre la leur, si je criais, j'aurais l'air instable. J'avais besoin qu'il s'engage, qu'il consigne cela officiellement sous serment. Je regardai le fiduciaire et lui fis un seul petit signe de tête. Je restai silencieuse. Maître, dit le juge en s'adressant à l'homme au costume gris, le fiduciaire a-t-il des preuves concernant ces allégations d'isolement? Le défunt a-t-il été empêché de communiquer avec sa famille? Le fiduciaire ne se pressa pas, il ouvrit sa mallette et sortit un lourd livre relié de cuir. Il était usé, le dos craquelé par l'usage, c'était le journal de grand-père. Nous en avons, monsieur le juge, dit le fiduciaire. Mais elle ne montre pas que mademoiselle Léa a isolé le défunt, elle montre que les requérants l'ont abandonné. Il se dirigea vers le greffier et posa le journal. Je dépose ceci comme pièce B, le journal personnel du défunt, que nous appelons familièrement le registre des refus, et je le joins à la pièce C, 5 ans de relevé téléphonique détaillé de l'opérateur Orange pour le compte du défunt. Chloé s'arrêta de pleurer. Le silence soudain de son côté de la table était plus révélateur que ses sanglots. Marc fixait ce livre comme si c'était une bombe. Présentez vos preuves, ordonna le juge. Le fiduciaire ouvrit le livre à une page marquée.
Entrée du 12 mars, l'anniversaire de la requérante Chloé. Il lut l'écriture de grand-père, d'une voix dénuée d'émotion. Appeler Chloé pour lui chanter bon anniversaire, tomber sur répondeur, aucun rappel. Puis il prit la facture de téléphone. Relevé orange pour le 12 mars, appel sortant vers le numéro se terminant par 4492, durée 4 secondes, aucun appel entrant de ce numéro pour le reste du mois. Ma mère tressaillit, Chloé baissa les yeux vers ses mains. Le fiduciaire tourna la page. Entrée du 19 juin, fête des pères. Il lut le journal. Attendu Marc, il avait dit qu'il passerait après son golf, il n'est jamais venu. Léa a cuisiné un steak. Il montra le relevé téléphonique. Aucun appel entrant de Marc ce jour-là, un SMS sortant du défunt à 20h demandant « Tu viens ?» Aucune réponse. C'était un massacre, un démantèlement méthodique de toute leur réalité. Chaque fois qu'il prétendait être occupé, grand-père l'avait noté. Chaque fois qu'il promettait de venir et disparaissait, il le documentait. Le registre était la chronologie de leur égoïsme, écrite de la main tremblante d'un homme qui voulait simplement voir sa famille. Le visage de Marc devenait violet. « C'est privé », bafouilla-t-il, « vous n'avez pas le droit de lire le journal d'un mort. » C'est une preuve de son état d'esprit, dit froidement le juge. « Asseyez-vous. » Le fiduciaire tourna vers le dernier marque-page. Entrée du 24 décembre, réveil de Noël. La salle devint mortellement silencieuse. C'était la nuit dont Marc venait de témoigner, la nuit où il affirmait que je l'avais empêché d'entrer. Le fiduciaire lut le journal. 23h45, Marc et Béatrice sont arrivés ivres, martelant la porte et criant. Cela a terrifié grand-père, son rythme cardiaque est monté à 160. Léa a gardé la porte fermée et il ne voulait pas qu'il le voie dans cet état. Il posa le livre. Les relevés téléphoniques montrent un appel au 17 à 23h48 initié par le défunt mais interrompu avant la connexion quand les coups ont cessé. À cet instant, l'histoire du fils aimant s'effondra. La cour ne voyait pas des victimes, elle voyait un homme ivre tourmentant son père mourant à Noël. Marc s'affaissa sur sa chaise, démasqué. Le fiduciaire résuma, Léa ne l'a pas isolé, elle l'a protégé. L'avocat de Chloé jeta un coup d'œil aux preuves puis demanda une suspension d'audience. Refusé, dit le juge, vous avez lancé l'accusation, vous avez ouvert la porte, maintenant nous allons jusqu'au bout. Il se tourna vers moi. Chloé prétend que grand-père n'était plus sain d'esprit quand il a signé la fiducie, ai-je une réponse? J'acquiesçai, c'était le moment. Oui, monsieur le juge. Je ne me suis pas contenté de m'occuper de lui, j'ai géré ses affaires et je savais que ce jour viendrait. L'avocat tenta des objections, il avait 89 ans, il était sous morphine, paranoïaque, un carnet griffonné n'est pas une preuve, c'est le signe d'un déclin. Chloé en rajouta, il mélangeait les noms, Léa lui a mis le stylo dans la main. Le juge demanda au fiduciaire si la banque avait des preuves de sa capacité mentale. Le fiduciaire me regarda, c'était mon signal. Je ne lui ai pas dit où signer, dis-je, j'ai géré son emploi du temps et son patrimoine, et je savais qu'à la seconde où il mourrait, vous viendriez pour l'argent en le traitant de fou. Je fis face au juge. Le matin où la fiducie a été modifiée, j'ai pris 2 rendez-vous avant la banque. Le fiduciaire sortit le dossier. Pièce D, un certificat de capacité signé par 2 psychiatres légistes, complété 2 heures avant la signature. Tous 2 l'ont trouvé orienté, lucide et pleinement conscient de ses finances et de sa dynamique familiale. Les séances ont été filmées et les fichiers remis à la cour. Dans l'enregistrement, il déclare clairement qu'il protège son héritage contre les projets de dépenses de Chloé. Chloé devint livide et hurla, « Ces médecins coûtent 5 000 € la journée, je n'aurais jamais pu les payer. » Je ne les ai pas payés, dis-je calmement, j'ai seulement pris les rendez-vous. Le fiduciaire montra 2 chèques annulés payés depuis le compte du défunt, signés de sa main avec la mention « Examen de capacité », payé il y a 3 mois. Silence total. La voix du juge devint grave. Le camp de Chloé venait de jurer sous serment qu'il était incompétent, or la cour avait des vidéos et des témoignages d'experts prouvant sa lucidité. C'est un parjure, dit le juge. Et puisque cette requête visait à saisir des actifs sur la base de ce mensonge, c'est aussi une tentative de fraude. Il rejeta la requête, ordonna une audience de sanction et déclara la clause de non-contestation applicable. Chloé repartit avec rien. Le marteau tomba. Dehors, sur le parking,
ma famille semblait brisée à côté de leur Mercedes en leasing. Marc tenta de négocier, de parler d'appel, de partager l'argent. Je le fixai et répéta ses propres mots. Tout est réglé, comme quand tu as mis les factures à mon nom et ruiné mon crédit. Il plaida ses dettes, la perte de leur maison. Vous étiez fini il y a 15 ans, dis-je, vous m'avez juste utilisé pour garder la lumière allumée. Chloé bondit et m'attrapa le bras, je ne bronchais pas. Lâche-moi ou j'appelle le fiduciaire et j'ajoute l'agression à la liste. Je déverrouillai ma voiture. Ma mère hurlait qu'il n'avait plus rien. Je démarrai le moteur et regardai mon père dans les yeux. Tu as raison, papa, vous n'avez plus rien. Mais au moins, tu n'as plus de fardeau. Je partis sans me retourner. 3 semaines plus tard, le fiduciaire m'appela. Le transfert était terminé, les actifs déposés, les actes enregistrés. La cour avait rendu l'ordonnance finale. Chloé fut condamnée à 150 000 € de frais de justice et se dirigeait vers une liquidation judiciaire. Durant la procédure, les auditeurs avaient trouvé des incohérences dans l'histoire des dettes de l'entreprise de mes parents, un contrôle fiscal était en cours. Dans le bureau calme de grand-père, le journal en cuir usé était posé sur la table. Le livre qui m'avait sauvé. Je lus la dernière entrée, il avait vu la vérité, il savait que j'étais la seule à avoir payé mes dettes, et il voulait me protéger des gens qui ne voyaient en lui qu'un compte en banque. Puis j'ouvris mes contacts. Papa, Chloé, maman. Je ne les bloquais pas, je les supprimais un par un. Ils n'étaient plus ma famille, juste des étrangers qui avaient connu autrefois une fille qui payait leur loyer. Et cette fois, quand ils sont venus frapper, je n'ai pas ouvert la porte.